Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée aux questions économiques et actualités financières. Il y a beaucoup de discussions autour d'un possible crash boursier en 2025 et dans cette vidéo, on va présenter les éléments qui pointent vers cette direction et aussi le plan de survie en cas de crash financier ou de tempête financière. Donc, premièrement, on va faire un petit regard sur le S&P 500. Comme on peut voir, il y a eu une petite reprise ces dernières semaines, à compter du 13 mars. Exactement, il y a eu comme une sorte de reprise, mais il faut faire attention, ce n'est que peut-être le calme avant la tempête. Le S&P 500 a mis fin à une série de 4 semaines de pertes, mais reste en baisse de 7,8% depuis son sommet de février. Dans cette vidéo, on va parler des trois grandes menaces économiques, des dates critiques à surveiller en avril qui vont vraiment déterminer où est-ce qu'on s'en va et surtout la stratégie d'investissement à adopter pour traverser 2025 sans trop de dégâts. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, je partagerai aussi quelques actions et ETF à surveiller prêts pour rebondir après la tempête. Donc, il y a trois menaces économiques majeures aux États-Unis. La première, bien évidemment, la plus connue, c'est les tarifs douaniers qui risquent de rentrer en vigueur le 2 avril. Les États-Unis vont imposer des tarifs douaniers réciproques sur des produits étrangers. Résultat de toutes ces actions économiques, c'est que ça va créer de l'inflation aux États-Unis qui devrait se situer, selon les instituts américains, les instituts de recherche, entre 4 et 7%, qui est quand même élevé. Aussi, le fait d'imposer une taxe à l'importation, ben, ça augmente le coût de production pour les entreprises. Des coûts plus élevés signifient des marges moins intéressantes et des ventes plus faibles. Il y a aussi une hausse des prix pour les consommateurs qui va certainement, eux autres, qui vont payer la facture de toutes les actions qui ont été prises pour entamer ces guerres commerciales. Et quand les prix montent vite, la consommation ralentit. Et comme on le sait, l'économie américaine est une économie de consommation, ce qui entraînerait une baisse de consommation risque d'entraîner, dans le fond, le pays dans une récession. La deuxième menace de l'économie américaine, c'est l'inflation persistante, donc ce qu'on appelle le spectre de la stagflation. On parle de stagflation quand l'économie stagne, c'est-à-dire qu'on n'a pas de croissance, mais que l'inflation, elle ne veut pas partir, puis elle est toujours là. Donc, les prix continuent de grimper, exactement ce qui s'est passé dans les années 70. Et ce genre de climat économique ben, pose un problème pour la Réserve fédérale américaine qui ne peut pas se risquer à baisser les taux d'intérêt trop tôt parce que tout simplement, elle ne fait que aggraver l'inflation en encourageant une consommation qui n'est pas vraiment basée sur une croissance économique réelle. La troisième menace qui guette les États-Unis, c'est, je pense, la plus importante, c'est les coupes budgétaires fédérales, le fameux DOGE qui a été créé par le président des États-Unis. Ce programme-là vise à couper plus de 2 000 milliards de dollars des dépenses publiques des États-Unis, des dépenses du gouvernement américain. Et ce n'est pas les chiffres qui circulent, par exemple, qui disent que peut-être 400 000 postes fédéraux vont être éliminés ou supprimés. Ça, c'est juste directement, mais indirectement, il y aurait comme beaucoup, beaucoup plus, au moins 1,5 million d'emplois pourraient être affectés au total. Moins de salaire égale moins de consommation et moins de croissance. On peut le voir ici dans le graphique que la part des dépenses du gouvernement dans l'économie américaine, on parle aux alentours de 23 à 24% des dépenses totales des États-Unis, là, 24%, ça vient du gouvernement. Lorsque les dépenses du gouvernement baissent, l'économie, elle est impactée durement parce que beaucoup d'entreprises n'existent que pour faire des marchés avec le gouvernement. Donc, si le gouvernement cesse de faire des marchés, réduit énormément ses dépenses, ben, ça impacte énormément le tissu économique. Et 24%, c'est vraiment énorme de dépenses totales aux États-Unis. Donc, si ça se réduit, ça va avoir un impact sur la croissance économique, sur les entreprises, sur les emplois. C'est des impacts importants
important. Dans ce graphique ici, on peut voir ce qu'on appelle le true size of the government, c'est-à-dire le vrai taille du gouvernement américain. Ce n'est pas seulement les fonctionnaires fédéraux, mais les fonctionnaires dans les militaires, dans les postes, les contractants, ceux qui reçoivent, les entreprises qui reçoivent des subventions. Donc, on parle à peu près de 10 millions là, de personnes qui sont reliées indirectement au gouvernement, 10 millions d'emplois qui sont en jeu. Et c'est surtout, par exemple, les contractants, si le gouvernement coupe beaucoup dans les contrats qu'il accorde ou les subventions, ça va avoir un impact. Donc, on parle en général d'au moins 1 million d'emplois qui sont en jeu avec ce qui se passe de coupures importantes que compte faire le président américain aux dépenses du gouvernement. Maintenant, les dates à retenir, les dates clés à retenir qui vont déterminer, selon moi, qu'est-ce qu'on va avoir comme scénario économique. Le 2 avril, on a le début des tarifs douaniers. Il va y avoir une forte volatilité sur le marché boursier, surtout pour l'industrie, le secteur industriel le plus impacté en cas de guerre commerciale et aussi l'industrie de la technologie qui est déjà très volatile, mais elle est hyper volatile lorsqu'il y a des incertitudes économiques. Le 4 avril, on a la publication du rapport sur l'emploi. On va voir s'il y a déjà des données, des indices qui montrent qu'il y a déjà des licenciements qui sont en train de s'opérer dans l'économie américaine. Ça va vraiment être mal pris par les investisseurs. Le 11 avril, c'est le début des saisons des trimestres, du premier trimestre, des déclarations de premier trimestre des plus grandes entreprises américaines. Donc, on va certainement s'attarder sur leur vision future. Ça se peut qu'une entreprise déclare des bons résultats pour le premier trimestre, mais s'ils écrivent ce qu'on appelle le guidance pour les deuxièmes et les troisièmes et le reste de l'année, puis si les guidance de la majorité des plus grandes entreprises américaines est négatif, ça risque certainement d'avoir un impact important sur le marché boursier. Donc, ces dates clés font vraiment peur aux investisseurs. Ces trois annonces sont des annonces qui sont très suivies par le marché boursier qui risquent, s'il y a trop de pessimisme, d'entraîner le marché dans une possible récession. Donc ici, c'est un peu comme un recap. Donc on a plusieurs facteurs qui pourraient causer un crash boursier, puis on a maintenant trois, les coupes dans les dépenses publiques, les tarifs douaniers élevés et l'inflation qui risque de grimper avec toutes les mesures que prend le gouvernement. Avec les coupes des dépenses publiques, 1 million d'emplois sont menacés, une baisse de la consommation et bien évidemment pression sur les marchés financiers. La même chose pour des tarifs douaniers élevés, ça cause une augmentation des coûts d'entreprise. Et bien évidemment, l'inflation baisse aussi la consommation si elle est prolongée puis importante. Et tout ceci, c'est quand même assez d'éléments qui pourraient présager à une possible récession. Les chiffres qui font peur, c'est les indices qui s'accumulent. Dans le fond, c'est le S&P 500 en baisse de 7,8%, les coupes fédérales à prévoir de 2000 milliards de dollars, l'inflation qui est importante, le 1,5 million d'emplois qui sont à risque. Et comme j'ai montré tout à l'heure, le budget fédéral américain représente 25% de l'économie américaine, 25% des dépenses, c'est énorme. Et tous ces chiffres montrent une chose, la marge d'erreur est très, très, très mince. Il y a beaucoup vraiment d'indices qui sont en train de se mettre en place et qui pourraient causer une récession. Ça se peut bien évidemment que l'administration américaine change de cap s'il remarque que la politique suivie et semble diriger le pays vers une récession où il y a une très, très réaction très négative des investisseurs et des marchés boursiers qui pourrait causer la baisse du S&P 500 à des chiffres qu'on appelle paliers qui pourraient tout simplement générer des ventes massives pour sortir du marché boursier. Pour, dans le fond, contrer cette possibilité qui, quand même, n'est pas une petite possibilité parce qu'on a quand même beaucoup d'indices qui commencent euh, à pointer leur nez. Donc, une des façons, je ne dirais pas c'est la meilleure façon, mais une des façons, c'est la stratégie Barbell qui, dans le fond, vous permet de faire 50, votre portefeuille doit au moins contenir 50% de quelque chose qui est vraiment défensif et 50% qui quelque chose pour la croissance. Donc, au cas où l'économie reprend, ou on passe cette
petite tempête, puis là, l'économie reprend, au moins vous serez dans le jeu, mais il faut au moins que 50% de votre portefeuille soit prêt à, ça soit être dédié à des secteurs défensifs parce que les indices économiques négatifs, il y en a beaucoup. Donc, comment investir dans la stratégie barbell? Si on parle de titres américains, des exemples seraient d'investir dans les secteurs qui se portent bien depuis le début de l'année, le secteur de la santé, par exemple, avec par exemple un fonds FNB, le XLV, là, qui est vraiment centré sur les secteurs de la santé. Historiquement, les secteurs de la santé sont résilients en période de crise. Il y a aussi d'investir sur les fonds obligataires comme BND au niveau américain, c'est pour les obligations importantes. Puis il y a aussi bien évidemment les actions dans le secteur pharmaceutique, si on est plus dans les actions, de choisir des compagnies stables et connues comme Pfizer ou Eli Lilly. Tout ceci, bien évidemment, c'est juste des suggestions. Il faut être dans des choses défensives, dans du revenu fixe lorsqu'on sait que le marché risque d'être turbulent. Pour préparer le côté offensif, c'est-à-dire au cas où le marché reprend, on est déjà dans le jeu, c'est d'investir dans les secteurs de la technologie parce que c'est les premiers qui connaissent des fortes augmentations après que le marché sort d'une période de récession où il y a des signes de reprise. C'est les premiers quand à décoller. C'est vrai que c'est les premiers à baisser aussi, mais c'est les premiers à décoller. Puis il y a eu beaucoup, beaucoup de titres de technologie qui ont subi des corrections majeures. Juste fait le tour, là, Arista Network, SMCI, Nvidia, tous des titres qui ont subi d'énormes corrections, mais qui, s'il y a une reprise économique, ben, ils reprennent très, très rapidement. Il y a des fonds, par exemple, que dans les cybersécurités, un secteur qui est en pleine croissance et qui nécessaire que ce soit en récession ou non. Objectif d'avoir un portefeuille comme ça, 50-50%, c'est de protéger le capital tout en gardant une exposition à la reprise future. Pour des exemples plus niveau canadien, on a des fonds qui sont euh, centrés sur le secteur de la santé, comme le ZUH de BMO. Il y a aussi le XBB pour les fonds à revenus fixes au niveau canadien. Donc, ça, c'est des exemples de investissements défensifs qui visent à protéger le capital et maintenir la stabilité du portefeuille, une certaine stabilité. Pour le côté offensif, pour les titres canadiens, il y a le fonds FNB XIT. Il y a aussi un FNB spécialisé dans les cybersécurités au niveau canadien, CYBR. Mais encore une fois, je ne sais pas de faire des recommandations financières ou c'est juste des exemples de positionnement offensif. Et l'autre côté, c'était plus défensif. Donc, c'est plus à vous de faire votre recherche. Donc, les secteurs à surveiller qui se portent bien depuis le début de l'année, contrairement aux autres secteurs, c'est les secteurs de l'énergie et de la santé. Il y a un site très intéressant, le site de Spider, la SPY, qui montre les performances économiques de chaque secteur. On peut voir depuis les 3 derniers mois, le secteur de l'énergie, il y a eu une progression, le fonds XLE, FNB XLE, a eu une progression de 9,7%. Et pour la santé aussi, ça va bien, 5,62%. On peut voir par exemple que le titre technologique a subi une correction. Les consumer discretionary, c'est-à-dire un peu les Canadian Tire, Home Depot, ils ont subi une correction importante. Donc, les secteurs qui semblent plus adaptés au cycle où on est sont les secteurs de l'énergie et le secteur de la santé. Donc, ça fait un peu le tour de ce que je voulais discuter concernant la situation économique et l'actualité financière. Si vous avez des idées ou des visions différentes, s'il vous plaît, n'hésitez pas à écrire vos commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi dans la partie commentaires. Et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée.